Alors le titre c'est La lumière et son halo. Bon, pourquoi ce titre? Tout simplement parce que la lumière c'est un objet physique assez particulier. J'essaierai de vous dire en quoi on a compris qu'il était particulier et les questions qui se posent à son sujet, mais c'est aussi un symbole. La lumière a une sorte de halo symbolique qu'on retrouve par exemple dans le fait que quand on parle de l'origine de l'univers, dans beaucoup de cosmogonies, on raconte que tout est parti d'un milieu sombre, une espèce d'océan obscur ou de matière noire, et que tout d'un coup la lumière est apparue et c'est elle qui a organisé l'univers tel que nous le connaissons. Donc il y a toujours cette idée qu'au début c'était l'obscurité et tout d'un coup la clarté est apparue et avec elle l'univers lui-même. C'est pas très étonnant d'ailleurs que cette association entre l'origine de l'univers et la noirceur, puisque l'origine de l'univers, si mon compte est exact, a pour anagramme un vide noir grésille. Donc ce sont les mêmes lettres. Et ce hasard orthographique dit certainement quelque chose de profond. Il y a un autre symbole auquel on associe la lumière, c'est la philosophie des Lumières. Et donc la question se posera de savoir à quelle distance nous sommes effectivement de la philosophie des Lumières. Est-ce que nous sommes encore à l'intérieur ou est-ce que nous sommes en train de rompre avec elle, si tant est que nous ne l'avons jamais épousée? Bon. Et donc je commencerai par la lumière en tant qu'objet physique. Évidemment, c'est une très longue histoire, très très longue histoire, mais je la commencerai au début du XIXe siècle, quand les physiciens se rendent compte que la lumière est capable de faire des interférences. C'est-à-dire que de la lumière ajoutée à de la lumière, au lieu de faire plus de lumière, peut faire de l'obscurité. Donc l'addition pour la lumière est quelque chose d'assez spécial, puisqu'en ajoutant de la lumière à la lumière, on peut faire le contraire de la lumière. Et ça a mis les gens sur l'idée que la lumière était un phénomène ondulatoire. C'est un peu comme la houle sur la mer, il y a des vagues, certaines s'ajoutent entre elles et deviennent 2 fois plus hautes, d'autres se soustraient entre elles et deviennent 2 fois plus basses, et puis dans certaines situations, une vague haute et une vague basse s'ajoutent, et ça fait une position intermédiaire. Et donc c'est le phénomène d'interférence. Comme la lumière donne des interférences, on a imaginé que la lumière était un phénomène ondulatoire. Mais pour un physicien du XIXe siècle, qui dit phénomène ondulatoire dit milieu qui propage ce phénomène. Si vous, par exemple, vous prenez l'exemple du son, le son sont des ondes acoustiques qui résultent de la variation de pression du milieu dans lequel elles se propagent, en l'occurrence l'air pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc il y a de l'air, et l'air, par ses vibrations, est le support de la propagation du son. Ça veut dire que si vous éliminez l'air, c'est-à-dire si vous faites le vide, le son ne se propage plus. Donc le son est une sorte de mode d'être de la matière qui lui sert de support. Et si on transpose cette idée à la lumière, on aboutit à la conclusion qu'il existe quelque chose qui est le support de la propagation de la lumière. Et ce quelque chose, on va l'appeler l'éther luminifère pour être précis, c'est-à-dire l'éther qui porte la lumière. Et la seule fonction de cet éther, c'est de vibrer au passage de la lumière. Et donc on imagine que tout l'espace est rempli dans le moindre de ses recoins de cette substance particulière qu'on appelle l'éther. Ça va durer à peu près tout le XIXe siècle. Mais à partir du moment où Maxwell écrit ses équations, en 1871, si ma mémoire est bonne, enfin si ma mémoire est bonne, enfin j'y étais pas, mais je veux dire j'ai lu que c'était en 1871 qu'il écrit les équations de Maxwell. C'est à vérifier d'ailleurs, mais bon bref, il établit l'idée que la lumière est constituée d'ondes électromagnétiques qui se propagent par définition à la vitesse de la lumière. Et à partir de là, les physiciens se demandent quelles sont les propriétés physiques de l'éther qui sert de support à ces ondes électromagnétiques. Ils se demandent si l'éther est pesant, est-ce qu'il est élastique, est-ce qu'il est massif, est-ce qu'il est rigide, est-ce qu'il a une couleur, etc. Et évidemment, les propriétés physiques qu'ils accordent à l'éther sont dérivées de ce qu'ils comprennent
des équations de Maxwell de l'électromagnétisme. Autrement dit, il faut une sorte d'interprétation de ce que doit avoir comme propriété l'éther pour être conforme aux équations de Maxwell. Et le temps passant, il découvre que l'éther, finalement, n'a aucune propriété physique. C'est-à-dire, il n'est pas pesant, il n'est pas élastique, il n'est pas mobile, etc. En fait, il n'a qu'une seule propriété qui reste à la fin, c'est une sorte de propriété négative, qui est qu'il doit être absolument immobile. Donc l'éther, s'il existe, doit être absolument immobile, et on arrive à cette conclusion à peu près à la fin du 19e, c'est-à-dire vers 1895. Et donc on se met à chercher, évidemment, la vitesse de la Terre par rapport à l'éther, puisque si l'éther est immobile, ça veut dire que la Terre a une vitesse par rapport à lui, et la question c'est quelle est cette vitesse. Et donc on monte des expériences de type Michelson, comme on dit, et on essaie de voir quelle est la mobilité de la Terre dans ce milieu immobile qu'est l'éther. Ça, c'est la première chose. Mais la physique de l'époque, elle s'appuie sur une autre théorie que l'électromagnétisme. Enfin, il y a deux socles, il y a l'électromagnétisme d'une part et il y a la mécanique d'autre part. Et la mécanique, elle a été fondée principalement par Newton, puis reformalisée par des gens comme Hamilton ou Lagrange. Et elle s'appuie sur trois principes. Je ne vais pas les énoncer, je garderai simplement le second, qui est le principe de relativité, énoncé par Galilée. C'est un principe qui dit que le mouvement est comme rien, c'est-à-dire que quand vous êtes en mouvement, tout se passe comme si vous n'étiez pas en mouvement. À condition évidemment que le mouvement en question soit rectiligne et uniforme. Et ce principe de relativité, il dit finalement que tous les référentiels sont équivalents, il y a une sorte de démocratie des référentiels. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un référentiel quelconque, les lois physiques pour vous, donc les phénomènes auxquels vous assistez, sont exactement les mêmes que si vous étiez dans un autre référentiel. Ça veut dire que si par exemple quelqu'un traversait cette pièce dans un TGV roulant à vitesse constante, et bien dans ce TGV, les choses se passeraient exactement comme elles se passent dans cette pièce. Si je laisse tomber la bouteille, ou si je la fais tomber, elle aura une certaine trajectoire qui l'amènera au sol, et si quelqu'un dans le TGV fait la même expérience, la bouteille par rapport à lui aura la même trajectoire que dans cette pièce. Donc tous les référentiels sont équivalents. Il y en a aucun dont on puisse dire qu'il serait différent des autres. Autrement dit, et ça c'est une implication du principe de relativité que Newton n'avait pas vu, c'est que si on croit au principe de relativité, alors il n'existe aucun référentiel dont on puisse dire qu'il est absolument immobile. Parce que vous pouvez toujours dire qu'il est immobile, mais en fait par rapport à un autre qui a le même statut que lui, il est mobile. Et donc vous pouvez le dire immobile par référence, mais vous ne pouvez plus dire qu'il est absolument immobile, c'est-à-dire immobile dans l'absolu, puisqu'il est mobile par rapport à un autre référentiel qui est son équivalent. Et donc une des implications du principe de relativité, c'est qu'il n'existe aucun référentiel dont on puisse dire qu'il est absolument immobile. Et donc vous voyez que si j'ajoute ce que je viens de dire là de la mécanique à ce que j'ai dit auparavant de l'électromagnétisme, je vois une contradiction, puisque j'avais dit que l'éther était un référentiel absolument immobile. Et donc il y a une contradiction entre la mécanique et l'électromagnétisme. Et à l'époque, la plupart des gens, faisant aveuglément confiance à la mécanique de Newton, qui a été beaucoup plus validée que l'électromagnétisme, évidemment, croient à l'éther et croient aussi que l'électromagnétisme devra se plier au principe de la mécanique. Bon, je vous passe les détails, mais c'est une histoire passionnante, hein, avec des personnages principaux qui sont Lorentz, Poincaré, Michelson, quelques autres. Mais celui qui va résoudre le problème, et d'une façon d'ailleurs qu'il est le seul à penser, puisque les autres, comme je viens de le dire, tendaient à privilégier la mécanique par rapport à l'électromagnétisme, c'est quelqu'un qui pense qu'au contraire, l'électromagnétisme a dans ses lois une structure qui dit mieux le principe de relativité que les équations de Newton. Et ce monsieur, il s'appelle Einstein. Et donc il écrit en juin 1905 un article génial que je pense que vous avez tous lu,
dans lequel il dit, si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire, parce que c'est un article très facile à comprendre, dans lequel Einstein dit en gros, l'éther nous pose des problèmes, il suffit de le supprimer pour que les problèmes qu'il pose disparaissent. Et donc il dit, il n'y a pas d'éther. Et ce qui veut dire que la lumière, les ondes électromagnétiques, se propagent dans le vide. Ce qui veut dire qu'elles deviennent un véritable objet physique, puisqu'avant, elles n'étaient que des modes de vibration d'un milieu particulier qui était l'éther. Donc la lumière, c'était la vibration de quelque chose. C'était donc pas une chose, mais la vibration de quelque chose. Et avec Einstein, la lumière devient une vraie chose, indépendante des autres choses qui se propagent dans le vide. Alors évidemment, dire que l'éther n'existe pas, ça va obliger Einstein à refonder notre conception de l'espace et du temps. Il va le faire en mettant sur pied ce qu'on appelle la relativité restreinte, qui est une théorie qui s'appuie d'une part sur la relativité, la même que Galilée, c'est-à-dire le mouvement est comme rien, simplement son expression va être modifiée pour tenir compte du fait que, d'après Einstein, la vitesse de la lumière est constante, c'est-à-dire elle ne dépend pas de la vitesse de la source qui l'émet. Bon. Et moi je dirais donc que Einstein, c'est, dans la physique moderne, celui qui invente l'idée que la lumière est un objet physique. Et donc, il faut l'applaudir pour ça. D'autant plus que dans le même temps, ou un peu plus tard, il va faire une autre révolution concernant la lumière, qui d'ailleurs peut-être a engendré celle dont je viens de parler. C'est qu'avant le mois de juin, en 1905, au mois de mars, au mois de mai, pardon, il a publié un article incroyable dans lequel il s'intéresse à l'effet photoélectrique. Bon, vous savez qu'en 1900, pas Einstein, mais Planck avait postulé que l'énergie qui s'échange entre la lumière et la matière ne peut se faire, enfin les échanges ne peuvent se faire que par l'échange de paquets d'énergie, qu'on appelle des quantas. Planck ne croyait pas lui-même à son hypothèse. C'est une hypothèse qu'il a formulée après avoir étudié la formule du rayonnement dans le corps noir, dans un corps qui n'émet pas de lumière mais qui absorbe toute la lumière. Planck s'intéressait à ça parce qu'il pensait que l'origine de l'irréversibilité des phénomènes se trouvait dans les interactions lumière-matière. Et donc il s'était intéressé au corps noir en pensant que ce corps parfait, idéal, allait lui permettre d'exhiber les lois fondamentales, montrant comment les processus sont forcément irréversibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent se dérouler que dans un sens particulier, qui les fait passer de leur état initial à leur état final, sans qu'ils puissent retrouver plus tard leur état initial. Bon, c'est une longue histoire passionnante, là encore, mais pour rendre compte des formules empiriques mesurées par les expérimentateurs, il fait l'hypothèse, selon un acte de désespoir, comme il le dit lui-même, que l'énergie ne peut s'échanger entre la lumière et la matière que sous forme de paquets d'énergie, et non pas de façon continue, de sorte que les échanges d'énergie en question sont quantifiés, comme on dit. Bon, comme je le dis, il ne prendra jamais au sérieux son hypothèse, en tout cas pas avant 1909. Et le premier à la prendre au sérieux, c'est Einstein. Et d'ailleurs, Einstein est le premier à citer l'article de Planck, que Planck a publié en 1900, et Einstein, en 1905, le cite pour la première fois. Alors, on dit souvent que l'article de Planck, c'est la révolution quantique qui commence. Sachant que c'est un papier qui n'a été cité par personne pendant 5 ans, on ne peut pas dire que c'était une révolution très spectaculaire. Et Einstein lui dit, non seulement les échanges d'énergie entre la lumière et la matière sont quantifiés, mais la lumière elle-même est quantifiée. C'est-à-dire qu'il y a des quantas de lumière dans la lumière, pas simplement au moment des échanges avec la matière, mais dans la lumière elle-même, il y a des quantas. Et Einstein fait cette proposition pour expliquer non pas l'effet photoélectrique, mais une propriété particulière de l'effet photoélectrique. Bon, l'effet photoélectrique, il est connu depuis très longtemps à l'époque. Il a été découvert par Hertz, et il se comprend très bien. C'est un phénomène par lequel de la lumière envoyée sur de la matière, par exemple un métal, induit l'apparition d'un courant électrique. La lumière fait bouger les électrons. Bon. Ça se comprend parfaitement dans les équations de Maxwell. Vous envoyez une onde électromagnétique, elle est associée à un champ électrique et à un champ magnétique, et l'action de ce champ sur les électrons les déplace. Et donc, quand on comprend comment une onde électromagnétique peut déplacer des électrons, les équations de Maxwell y parviennent parfaitement. Simplement, en 1903, un physicien allemand qui s'appelle Lennart, un horrible gugus, qui est devenu
théoricien du parti nazi, démontre que cet effet photoélectrique a un effet de seuil. C'est-à-dire que si vous envoyez de la lumière infrarouge, il y a une fréquence basse, il ne se passe rien. Et si vous envoyez de la lumière bleue ou ultraviolette, qui a une fréquence élevée, le phénomène se produit. Autrement dit, l'effet photoélectrique ne se produit que si la lumière qu'on envoie sur la matière a une fréquence supérieure à un certain seuil. Et ce que dit Einstein, c'est que, certes, les équations de Maxwell, qui font de la lumière une onde électromagnétique, peuvent expliquer l'effet photoélectrique lui-même, mais elles ne peuvent pas rendre compte de cet effet de seuil. Et que la seule façon de comprendre le seuil, c'est d'imaginer que dans la lumière, il y a des paquets discrets. Si l'énergie d'un paquet est suffisante pour déplacer l'électron, l'effet se produit. Si elle est insuffisante, l'effet ne se produit pas. Et donc, il explique le seuil. Et ça, c'est l'article publié en mai 1905. Il invente le photon, en fait, qui sera baptisé photon en 1923, bien après. Mais je me suis toujours demandé, sans avoir la moindre preuve, s'il n'y avait pas un lien secret entre l'article de mai et l'article de juin. Einstein lui-même ne le dit pas, mais on voit bien qu'à partir du moment où il dit qu'il y a des quantas, c'est-à-dire des corpuscules dans la lumière, et donc que la lumière ne peut pas être un phénomène purement ondulatoire, dans sa tête a dû germer l'idée que l'éther n'était plus indispensable, puisqu'on a inventé l'éther pour rendre compte du fait que la lumière est un phénomène ondulatoire. Si elle n'est plus un phénomène ondulatoire, ou pas seulement ondulatoire, on n'a plus besoin de l'éther. Et donc il se pourrait que dans la tête d'Einstein, il y ait eu un lien entre l'idée qu'il a en mai de quantifier le rayonnement et l'idée qu'il a en juin d'abandonner l'éther. Puisque si la lumière est faite de corpuscules, il n'y a plus besoin de support pour qu'elle puisse se propager dans l'espace. Donc on n'a plus besoin de l'éther. Et donc on pourrait dire que Einstein, en effet, par ce double travail de 1905, l'année miraculeuse, hein, c'est 5 papiers en quelques mois d'intervalle, tous géniaux, chacun méritant 3 prix Nobel. Mais en fait, il a eu le prix Nobel pour celui de mai, c'est-à-dire pour les quantas de lumière, et non pas pour la relativité. Bon. Il a eu le prix Nobel en 1921. Alors, évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire hein, sur la lumière aujourd'hui, le fait qu'elle nous apprend beaucoup de choses sur l'univers. D'ailleurs, tout ce qu'on sait sur l'univers, on l'apprend grâce à la lumière. En analysant la lumière qui nous vient des astres lointains, la lumière émise par la matière. Bon, il y a énormément de questions qui se posent, mais on pourrait dire que pour ce qui est des applications pratiques et de la théorie qui va avec, la lumière est aujourd'hui un phénomène bien compris, c'est-à-dire qu'elle est décrite par une théorie qu'on appelle l'électrodynamique quantique, qui explique comment les photons s'échangent entre les particules, et même comment le photon, le grain de lumière, est devenu le médiateur de l'interaction électromagnétique. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous imaginez que 2 électrons se repoussent par la force électrique, puisqu'ils ont la même charge, de même signe, donc ils se repoussent, eh bien il faut imaginer qu'en fait ils échangent des photons virtuels. C'est-à-dire ils échangent des particules de lumière, et c'est l'échange de ces particules qui crée la force qui les repousse. Une autre implication bien connue de la relativité, c'est que la lumière va, par rapport à nous, toujours à la vitesse de la lumière. Bon, ça veut dire que, évidemment, si vous êtes une particule massive, on pourra toujours vous accélérer à une vitesse qui peut être très très proche de celle de la lumière. Bon, la vraie valeur de la vitesse de la lumière, c'est 299 792 458 mètres par seconde. Ben, vous pouvez tout à fait être accéléré, si vous êtes un électron par exemple, une particule de masse non nulle, à une vitesse de 299 millions de mètres par seconde. Donc à une vitesse très légèrement inférieure à celle de la lumière. Eh bien, si c'est le cas, et avant même de faire l'expérience, vous aurez envie de penser qu'il vous suffirait d'accélérer un peu pour doubler la lumière après laquelle vous courez. Si votre vitesse se rapproche de celle de la lumière, si elle devient très proche de cette valeur, en allant un peu plus vite, vous allez rattraper la lumière et même la dépasser.
Et ce que dit Einstein, c'est vous pouvez toujours rêver. D'accord ? Si ça vous fait plaisir, vous pouvez rêver. Mais en fait, même lorsque vous serez à une vitesse proche de celle de la lumière, le photon après lequel vous courez, par rapport à vous, aura toujours la vitesse de 299 792 458 mètres par seconde, c'est-à-dire la même vitesse que lorsque vous étiez au repos. Donc quand vous courez après un photon, quelle que soit votre vitesse, la vitesse du photon par rapport à vous, c'est la vitesse de la lumière. Donc il est impossible de rattraper la lumière. Et je reconnais que l'acceptation d'une telle conclusion réclame une certaine ouverture d'esprit. Mais comme vous le savez, on peut s'ouvrir l'esprit sans se fracturer le crâne. Donc il faut en profiter. C'est vraiment ça le message important de la relativité. Je le dis parce que beaucoup d'étudiants, moi j'ai des étudiants, ils pensent que dire que la vitesse de la lumière est constante, ça veut dire ouais, elle est toujours constante. Non, elle est invariante. La vitesse de la lumière dans l'eau, par exemple, c'est pas la même valeur que la vitesse de la lumière dans le vide, donc elle n'est pas constante. La vitesse qui traverse cette bouteille ne le fait pas à la vitesse que je viens de citer, elle le fait un peu moins vite. Donc la vitesse de la lumière qu'on mesure dépend du milieu dans lequel elle se propage. Mais ce que dit Einstein, c'est tout à fait autre chose. C'est que la vitesse de la lumière est indépendante de la vitesse de sa source, donc de la source qui émet la lumière, et elle est également indépendante de la vitesse de l'observateur qui mesure cette vitesse. C'est ça qui est incroyable, et c'est ça qu'il faut absolument se représenter. C'est que la vitesse de la lumière par rapport à nous, quelle que soit notre vitesse, est égale à la vitesse de la lumière, et c'est vrai même si notre vitesse est toute proche de la vitesse de la lumière. Okay ? Donc, ça c'est des choses, disons, importantes à dire à propos de la lumière elle-même, en tant qu'objet physique. Mais puisque j'ai parlé du halo de la lumière, je voudrais parler un petit peu de la philosophie dite des lumières. En posant la question, est-ce que nous sommes encore dedans ? On parle d'un esprit des lumières, en quoi consiste-t-il ? Et est-ce qu'il fait toujours référence pour nous ? Bon, il y a eu des événements importants en France il y a quelques semaines, et j'ai remarqué, je me suis peut-être trompé, que la philosophie des lumières était citée dans beaucoup d'articles. Peut-être aussi parce que l'année 2015, vous le savez sans doute, a été choisie par l'UNESCO comme étant l'année internationale de la lumière. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre. On parle de la lumière, mais aussi des lumières. Et la question est de savoir comment ces deux sujets sont connectés. Pourquoi est-ce qu'on a associé l'idée de progrès, par exemple, à l'idée de lumière ? Et en quoi consiste l'esprit des lumières qui aurait, paraît-il, fabriqué théoriquement l'idée même de progrès ? Alors si on essaie de définir l'esprit des lumières, on voit d'abord que c'est un esprit qui promeut l'autonomie de l'entendement. L'autonomie de l'entendement. Et également la primauté de l'esprit scientifique. Bon, primauté de l'esprit scientifique par rapport à la providence. Et ce qui symbolise le mieux cette primauté de l'esprit scientifique et la place grande qu'on doit lui accorder, c'est évidemment à l'époque, XVIIIe siècle, la révolution newtonienne. Et cette invocation de l'esprit scientifique s'accompagne bien sûr d'une croissance de l'esprit critique. C'est-à-dire on encourage l'esprit critique. John Locke, par exemple, fait la critique des idées innées, des idées qui nous semblent évidentes, des idées qu'on croit innées et qui en fait sont des idées construites qui peuvent être fausses. L'esprit des Lumières, c'est aussi un esprit qui pose la finalité humaine de nos actes. C'est-à-dire, ce qui est visé, ce n'est pas Dieu, ce sont les hommes. C'est-à-dire, on vise l'humanité telle qu'elle est sur cette terre, et on remplace la quête du bonheur, ou plutôt, on propose la quête du bonheur, pardon, en remplacement de la quête du salut. Ce qui est visé, c'est le bonheur et non pas le salut. Et d'ailleurs, j'ai relu il n'y a pas très longtemps le discours que Solzhenitsyn
a prononcé à Harvard en 1976. C'est un livre qui s'appelle, enfin un article, une conférence, c'est très court, qui s'appelle Le déclin du courage. Et dans cette conférence, qui est assez belle, je veux dire, il dit qu'en fait, en effet, les Lumières veulent viser l'homme, disons l'humanité telle qu'elle est, mais ils ont visé trop bas. C'est-à-dire, ils ont encouragé finalement le matérialisme, la consommation, en oubliant un petit peu ce qui se passe en haut, c'est-à-dire dans l'esprit, dans la vie spirituelle, comme il dit. Bon. Alors l'universel dont parlent les Lumières, évidemment, s'incarne dans les droits de l'homme. Mais il s'incarne aussi dans la science, ou plutôt la science fournit l'image même de l'universalité. Pour les Lumières, il y a des vérités de science, qu'on pourrait appeler des vérités scientifiques, mais moi j'aime pas parler de vérité scientifique parce que l'épithète a tendance à déteindre sur le substantif, et donc je préfère parler de vérité de science. Donc l'une des idées que défendent les Lumières, est que la souveraineté du peuple se heurte à une limite qui est précisément celle de la vérité sur laquelle elle ne peut pas avoir de prise. L'idée, c'est que quoi qu'en pense le peuple, qui est libre de ses choix en tout autre domaine, quand il s'agit de vérité scientifique, on se fiche de l'avis du peuple. Et on a raison. Par exemple, David Hume, qui est un des théoriciens de cette idée-là, écrit en 1742 ceci: même si le genre humain tout entier concluait de manière définitive que le soleil se meut et que la terre demeure en repos, en dépit de ces raisonnements, le soleil ne bougerait pas d'un pouce de sa place et ses conclusions resteraient fausses et erronées à jamais. Donc la vérité scientifique, la vérité de science, ne saurait relever d'un vote. Mais, et c'est là que les choses deviennent intéressantes en démocratie, c'est aussi cette indépendance de la vérité qui protège l'autonomie de l'individu, puisque celui-ci peut toujours, face au pouvoir, se réclamer du vrai. C'est-à-dire, si le peuple connaît la vérité de science, il le peut l'opposer au pouvoir qui la nie. Donc c'est assez subtil. Ce qui est dommage, c'est que l'exemple que prend Hume n'est pas très bon. Il dit, voilà, tout le monde sait bien que la Terre tourne autour du Soleil. Bon, et ça restera vrai jusqu'à la nuit des temps, sauf que dire ça, dire la Terre tourne autour du Soleil, évidemment, c'est un énoncé qui est juste, mais en même temps, il est faux. Parce qu'il laisse entendre que le Soleil est le centre du monde, que le Soleil est le centre. Or, on sait que c'est pas vrai. Donc la Terre tourne autour du Soleil, le Soleil tourne autour du centre de la galaxie tourne autour de... Bref, il n'y a pas de centre. Et dans toute formulation des mouvements astronomiques qui fait référence à un centre est fausse. Donc je suis embêté. L'exemple qu'il choisit, évidemment, si on vous pose la question, est-ce qu'il est vrai que la Terre tourne autour du Soleil, vous allez répondre oui. Bon. Mais en même temps, c'est une formulation de la question qui n'est pas très bonne. Et on pourrait la contester. Bon. Mais si on répond non, alors on passe pour un... Il faut dire oui. Bon. Donc la question que je voudrais poser là, c'est à quelle distance sommes-nous réellement de l'esprit des Lumières? La dernière fois, je vous avais lu un texte de Nietzsche qui montrait que voilà, la science serait peu à peu abandonnée par nos sociétés à mesure qu'elle garantirait moins de plaisir. Bon, est-ce qu'on n'est pas un peu là-dedans? Donc, on doit vraiment interroger cette distance, et pour interroger cette distance, il faut se donner une métrique. C'est-à-dire, si on veut mesurer la distance que nous avons par rapport à la philosophie des Lumières, il faut trouver des instruments qui permettent de mesurer cette démarcation. Alors, avant de le faire, je voudrais faire remarquer que poser la question que je viens de rappeler implique d'abord de ne pas idéaliser l'esprit des Lumières, mais simplement de le prendre comme référence. On ne dit pas qu'il est supérieur à tous les autres esprits, on le prend comme référence et on regarde si on est toujours conforme à ce qu'elle préconise. Gaston Bachelard, que j'aime beaucoup, je cite souvent, expliquait, je le cite là encore, que la lumière projette toujours quelque part des ombres. Bon,
Il pensait entre autres choses au colonialisme, puisque c'est au nom de l'universel qu'on a colonisé un peu partout. Et cette formule de Bachelard s'applique aussi bien à la lumière elle-même, parce que la lumière en tant qu'objet physique projette des ombres, qu'à la philosophie des Lumières qui a des versants ombrageux. Pierre Bourdieu, par exemple, allait jusqu'à parler d'un obscurantisme des Lumières, je le cite, pouvant prendre la forme d'un fétichisme de la raison et d'un fanatisme de l'universel. Bon. Donc, à mon avis, cette formule de Bourdieu, moi je suis pas philosophe, donc je vous donne un avis comme ça, béotien. Mais je pense que cette formule s'applique en réalité mieux au siècle des Lumières lui-même qu'à l'esprit des Lumières. Parce que le siècle des Lumières, le XVIIIe, ce fut un siècle en effet ambigu, un siècle pas intégralement lumineux, puisqu'ils voisinèrent l'encyclopédie, les fêtes galantes, et surtout la guillotine, qui fut actionnée à une cadence d'essuie-glace, surtout à la fin du siècle. Avec le recul, on saisit mieux que ce siècle des Lumières fut un grand tourbillon d'eau mêlée, une confluence de l'ancien et du moderne, de la légèreté et de la noirceur, une juxtaposition déroutante de ce que nous sommes et qui commence alors à émerger, et d'un monde dont les pesanteurs parlent encore d'autrefois. Et donc, pour continuer avec Bourdieu, qui parle d'un obscurantisme des Lumières, et non pas simplement d'une obscurité provoquée par la lumière, mais d'un obscurantisme des Lumières, c'est une position qui me paraît quand même difficile à tenir, puisque même si l'on s'en tenait aux philosophes dits des Lumières, on ne trouverait pas parmi eux que des rationalistes inconditionnels. Par exemple, Hume, que j'ai cité, disait que les hommes sont dirigés par les passions plutôt que par la raison. Montesquieu disait que nous sommes mus par un désir irrationnel de pouvoir. Rousseau dit que la conscience doit l'emporter sur la raison. Donc on ne peut pas dire que ces philosophes-là soient des philosophes qui prônent un fétichisme de la raison bornée. Par contre, ce qui est guère discutable, c'est que c'est au siècle des Lumières que se forge l'idée de progrès. Et c'est une idée qui est doublement consolante. Elle l'est d'abord parce que, en étayant l'espoir d'une amélioration future de nos conditions de vie, elle rend l'histoire humainement supportable. Donc l'idée de progrès a à voir avec l'idée d'espoir. D'ailleurs, vous vérifierez que l'idée de progrès a pour anagramme le degré d'espoir. C'est la même chose. Donc c'est une idée qui fait miroiter, loin sur la ligne du temps, une utopie certes désirable, mais qui n'adviendra pas toute seule. Elle ne nous sera accessible qu'à la condition qu'on se mobilise pour l'atteindre. Mais comme cette utopie est à la fois crédible et attractive, elle fait lever les têtes et retrousser les manches, et elle donne l'envie d'avancer. Mais elle est également consolante par le fait qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. Au nom d'une certaine idée de l'avenir, le genre humain est sommé de travailler à un progrès dont l'individu ne fera pas lui-même l'expérience, puisqu'il n'est qu'un infime maillon de l'interminable lignée des générations. Bon, c'est Kant qui dit ça, je le cite, « L'idée de progrès est une perspective consolante sur l'avenir, où l'espèce humaine nous est représentée dans une ère très lointaine, sous l'aspect qu'elle cherche de toutes ses forces à revêtir. » Fin de citation. Donc en somme, croire au progrès, c'est refuser la bohème. C'est refuser la distraction, c'est refuser le divertissement, c'est accepter de fabriquer du futur collectif en sacrifiant du présent personnel. Ou plus exactement, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Et là, la question, est-ce qu'on en est encore là? C'est-à-dire, au nom de quoi sommes-nous prêts à sacrifier notre présent personnel? Est-ce que le progrès, ou l'idée de progrès, est toujours une idée mobilisatrice? J'ai lu quelque part que, en 2007, lors des élections présidentielles, tous les candidats, de quelque bord qu'ils fussent, ont cité dans leur discours de campagne le mot progrès
plusieurs fois. Évidemment, tous ne l'ont pas cité avec la même fréquence, mais tous l'ont utilisé. Tous. Et qu'en 2012, plus personne n'a utilisé le mot progrès. Donc qu'est-ce qui fait qu'entre 2007 et 2012, le mot progrès a disparu? Il se recroquevillait sous le terme un peu plus triste d'innovation. D'accord? On parle d'innovation et non plus de progrès, or c'est pas du tout la même chose. Et donc, que dirait un philosophe des Lumières s'il arrivait chez nous et constatait que le mot progrès a disparu de notre vocabulaire politique? D'ailleurs, on peut faire une expérience de pensée là pour s'amuser. Prenons 10 philosophes des Lumières. On prend, je sais pas moi, Condorcet qui a écrit son fameux livre sur l'esquisse des progrès humains, je ne sais plus très bien le titre, qu'il a écrit en 1794, dans lequel il imagine un embrayage automatique qui connecterait les unes aux autres toutes les formes de progrès. Il y aurait d'abord le progrès scientifique qui engendrerait le progrès technologique, puis le progrès matériel, puis le progrès moral, puis le progrès politique, etc. On prendrait aussi d'Alembert, qui écrit l'article Géomètre dans l'encyclopédie, notamment. Géomètre, ça veut dire mathématicien à l'époque, et dans lequel il nous explique que si on prenait une société qui est soumise à un joug totalitaire, et si dans cette société on formait quelques géomètres, quelque temps plus tard, cette société se libérait de son joug. Donc il suffit de former des scientifiques dans une société pour que très rapidement elle devienne démocratique. Bon, on voit bien que d'Alembert n'a pas visité la Corée du Nord, où il existe d'excellents mathématiciens. Bon, donc ça marche pas tout ça. On prendrait peut-être Descartes, on prendrait Spencer, on prendrait évidemment Hume, on prendrait Locke et quelques autres. Et on imagine que ces gens, par un moyen que je ne préciserai pas, se retrouvent projetés en 2015. On les accueille, et évidemment on ne va pas tout leur montrer d'un coup, parce que ça les perdrait complètement, on va leur faire une visite guidée, en organisant les rencontres qu'ils feront avec nos contemporains. Donc première visite, on les amène dans une classe de terminale, assister à un cours de mathématiques. Alors là, ils vont être absolument éberlués. Descartes va découvrir ce qu'est une équation différentielle, il ne savait pas, et il va découvrir des jeunes gens de 17 ans aujourd'hui en savent plus en mathématiques que lui-même. Il dira qu'ils n'ont pas son génie, peut-être, mais il reconnaîtra qu'ils en savent plus que lui. Et donc il dira, bah dis donc, le progrès, c'est quelque chose. Hein. La connaissance a progressé, et aujourd'hui elle est diffusée de façon obligatoire à tous les enfants d'une même génération. Bon, ensuite, on emmène tous ces gens au CERN. On leur explique qu'on vient de découvrir le boson de Higgs. Et que c'est une découverte philosophique, puisque ça change la façon de penser le lien entre la matière et la masse. Ils vont être complètement éberlués par les instruments déjà, et surtout par les implications que les découvertes qui sont faites là peuvent avoir pour la pensée. Ce sont des découvertes qui provoquent des chocs pour la pensée. Et c'est tellement incroyable que même ces choses-là sont des choses que aucun d'entre eux n'avait pu imaginer. Autrement dit, les innovations, les découvertes, les progrès que nous avons faits sont des choses qui n'avaient été envisagées par personne, et même pas par Jules Verne. Et donc ils vont être évidemment éberlués, admiratifs, confortés dans leur certitude. Et puis, troisième expérience, un samedi soir, vous les faites asseoir sur un canapé, chez vous, et vous les obligez à regarder l'intégralité du programme d'une chaîne commerciale, publicité comprise. Et là, ils vont se dire, tiens, il y a quand même eu un truc, il y a un truc qui n'a pas bien marché. Il y a eu ce qu'on appelle une allotélie, c'est-à-dire le but visé n'a pas été exactement le but atteint. Et leur étonnement sera d'autant plus fort que, auparavant, vous l'aurez dit, vous savez, au XIXe siècle, il y a un physicien qui s'appelle Maxwell, qui a écrit les équations de Maxwell, de l'électromagnétisme, et un peu plus tard, un siècle plus tard, en fait, des ingénieurs ont utilisé ces équations pour fabriquer des boîtes parallélépipédiques dans lesquelles on peut recevoir des images et du son et qu'on peut installer dans tous les foyers. Donc la télévision. On leur parle de la télévision et évidemment, qu'est-ce qu'ils vont penser?
C'est un outil génial pour transmettre les valeurs de l'humanisme et aussi les connaissances. Et donc ils imaginent que dans ces boîtes, on va diffuser les cours du Collège de France. Bon. Le samedi soir pour avoir de l'audimat. Et voilà. Donc il s'est passé quelque chose qui nous oblige à repenser l'idée de progrès. Bon. Est-ce que nous sommes encore fidèles à la prescription des Lumières? Alors, pour avancer un peu, je voudrais citer un tout petit bout d'un texte de Kant qu'il a écrit en 1784, qui répond exactement à la question d'aujourd'hui, puisque Kant se pose la question, qu'est-ce que les Lumières? Et je vous lis les premières phrases. Il dit, qu'est-ce que les Lumières? C'est la sortie, à Ausgang, c'est la sortie de l'homme hors de sa minorité dont il est lui-même responsable. Alors qu'est-ce qu'il appelle la minorité? La minorité, c'est son incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui. Donc, ce qu'il appelle la minorité, c'est le fait de ne pas être majeur intellectuellement. Incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui. Minorité dont l'homme est lui-même responsable, puisque la cause de cette minorité en réside non dans un défaut de l'entendement, mais dans un manque de décision de s'en servir sans la direction d'autrui. Donc l'homme est outillé pour se servir de son entendement, il a tout ce qu'il faut, tout est là, mais il n'a pas le courage de s'en servir. Et donc l'esprit des Lumières, la devise des Lumières, comme il dit, c'est « aie le courage de te servir de ton propre entendement ». Et donc Kant, là, ne s'intéresse plus seulement aux conditions de possibilité de la connaissance, mais à la question du sens et des implications du présent lorsque les normes de la vérité y deviennent caduques, notamment du fait des progrès de la science. La science change nos vérités, comment les penser? Et pour les penser, il faut avoir le courage de se servir de son entendement plutôt que de se contenter de lire des livres. Minorité renvoie à l'incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'un autre, qui serait l'autorité d'un livre, qui me tient lieu d'entendement, c'est d'un directeur de conscience qui pense à ma place, et donc c'est une minorité dont l'homme est lui-même responsable, puisque la cause n'en est ni un défaut de son entendement, une déficience, ni une contrainte exercée de l'extérieur. Ni une contrainte exercée de l'extérieur. Ce n'est donc ni un état d'impuissance naturelle, ni un état de privation ou de dépossession, politique ou juridique. Nous ne sommes pas dépossédés, nous n'utilisons pas notre entendement. Ce n'est pas le même message. Les hommes sont mineurs, dit-il, parce qu'ils n'ont pas le courage de se servir de leur entendement sans avoir recours à la direction d'autrui, parce qu'ils ne veulent pas se conduire eux-mêmes. D'autres se sont présentés pour le faire à leur place. Alors, est-ce que nous sommes fidèles à cette prescription? Alors, on pourrait dire que oui. Nous utilisons notre entendement, nous prétendons le faire. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai donné un cours à Centrale sur la relativité, et j'ai fait au tableau le calcul de ce qu'on appelle la dilatation des durées, c'est-à-dire que la durée d'un phénomène dépend de la vitesse de l'observateur par rapport à ce phénomène, calcul très classique, qui a été fait par Einstein, vérifié des millions de fois depuis. Et après que j'ai terminé, un élève se lève et me dit « Monsieur, je ne suis pas d'accord avec Einstein ». Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse usage de son entendement et qu'il me dise « Oui, j'ai lu des livres, j'ai vu que Poincaré avait proposé une solution alternative avec l'éther qui se contracte, etc. » Donc, je m'attendais à ce qu'il argumente. Et je me suis dit, tiens, voilà un philosophe des Lumières en herbe. Quelqu'un qui a le courage de se servir de son entendement. Et le type, devant tout le monde, me dit, monsieur, je ne suis pas d'accord avec Einstein parce que cette dilatation des durées, je ne la sens pas. Donc voilà. Faire usage de son entendement, ça n'est pas utiliser son ressenti pour juger de la vérité des choses. Ressenti qui, en l'occurrence, était doublé et même mu par un narcissisme absolument hallucinant. D'accord? Eh oui, parce que ça peut conduire au narcissisme. Et mon entendement étant tellement fort, je peux penser sans les autres, sans la direction d'autrui, je peux penser par moi-même et juger par moi-même. Il faut quand même limiter cette tendance. Mais
il y a une façon autre de voir que nous sommes finalement infidèles à l'esprit des Lumières de ce point de vue-là. C'est que on entend quand même de plus en plus souvent dire que les théories tenues pour vraies ou fausses ne le seraient pas en raison de leur adéquation ou inadéquation avec des données expérimentales, mais seulement en vertu d'intérêts purement sociologiques. En somme, nous sommes invités à considérer que toutes nos connaissances sont conventionnelles et artificielles, et à gommer l'idée qu'elles pourraient avoir le moindre lien avec la réalité. On dit, par exemple, la science c'est le doute. Ah bon? Il faudrait douter que la Terre est ronde? Il faudrait douter de l'existence de l'atome, par exemple? Non, c'est la recherche qui est le doute. On fait de la recherche parce qu'on doute. Mais il y a des choses dont on est sûr, dont on est objectivement sûr, et qui ne peuvent pas être relativisées d'un revers de main. Là, il y a des signes inquiétants d'ailleurs. Vous avez peut-être lu dans la presse que la semaine dernière, le Congrès américain a été invité à répondre à 2 questions posées par référendum. La première, c'était: est-ce qu'il y a aujourd'hui un changement climatique? Réponse de la majorité des sénateurs: oui. Est-ce que l'homme joue un rôle dans ce changement climatique? Réponse de la majorité des sénateurs: non. Donc vous voyez qu'il y a du travail. Que là, on n'est pas dans l'esprit des Lumières, surtout lorsqu'on lit que le partisan du non à la deuxième question, qui s'appelle, c'est le sénateur Jim Hall, je crois, a expliqué sur CNN, je l'ai vu, qu'il y a un changement climatique. Pourquoi? Parce qu'il y en a toujours eu. Il suffit, dit-il, de lire la Bible. Bon, donc il y a eu des changements climatiques dans la Bible, racontés par la Bible, donc il y a un changement climatique. Je vois le syllogisme parfait. Et ensuite, il explique: l'homme changerait le climat? Mais quelle arrogance! Donc, vous voyez, et c'est un non majoritaire. D'accord? Non, je dis ça pour tous ceux qui déplorent l'impuissance d'Obama, mais il faut voir qui il a en face, quoi. Donc, sur ce plan-là, nous sommes en effet dans une prise de distance. D'autant plus que nos sociétés modernes, postmodernes, sont parcourues par 2 courants de pensée qui semblent contradictoires. Il y a 2 courants de pensée qui nous traversent, qui devraient normalement, parce qu'ils sont contradictoires, s'annuler l'un l'autre, mais par une sorte d'effet pervers, ils se renforcent mutuellement. Le premier, c'est ce que j'appellerais un désir de véracité. Désir de véracité, c'est-à-dire un souci de ne pas se laisser tromper. Bref, c'est une sorte d'attitude de défiance généralisée, une détermination à crever les apparences pour atteindre les motivations réelles qui se cachent derrière, et qui s'étend désormais, comme on vient de le voir, jusqu'aux sciences dures. Et on dit que les climatologues disent ce qu'ils disent, non pas parce qu'ils ont raison, non pas parce qu'ils ont un accès particulier à la vérité, mais parce qu'ils ont intérêt à dire ce qu'ils disent, pour avoir de l'argent, etc. Alors donc c'est l'idée, d'ailleurs parfaitement saine en démocratie, qu'il faut se méfier de ce que les élites nous disent, surtout lorsqu'elles parlent de façon consensuelle. Et donc on va regarder derrière les discours ce qui les fonde, pour voir s'ils ne seraient pas vecteurs d'intérêts cachés. Et donc cette tendance, ce désir de véracité, ce souci de ne pas être dupe, évidemment, il est parfaitement sain, sauf lorsqu'il va se réfugier dans les théories du complot. Mais, et c'est là toute l'ambivalence de la situation, à côté de ce désir de véracité, de ce refus d'être dupe, il existe une défiance tout aussi grande à l'égard de la vérité elle-même. C'est-à-dire on ne croit même plus à l'existence de la vérité, alors même que nous cherchons la véracité. Donc, à quoi pourrait servir votre désir de véracité si vous ne croyez pas en la vérité? Parce que même lorsqu'on vous présente une vérité, genre l'homme joue un rôle dans le changement climatique, eh bien vous demandez si cette vérité n'est pas relative, subjective, culturelle, historique, éphémère, etc., etc. Autrement dit, vous allez connoter l'idée de vérité d'un terme qui la rend péjorative. Et vous pourrez donc l'interroger et la relativiser. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ces 2 attitudes, l'attachement à la véracité et la suspicion à l'égard de la vérité,
qui devraient, comme je le disais, s'exclure mutuellement, se révèlent en pratique parfaitement compatibles. Et pourquoi? Parce qu'elles sont mécaniquement liées. Elles sont mécaniquement liées par le fait que le désir de véracité suffit à enclencher un processus critique généralisé dans la société qui vient fragiliser l'assurance qu'il y aurait des vérités sûres. D'accord? Donc le désir de véracité agit comme une sorte d'acide critique qui vient dissoudre l'idée même de vérité. Et il y a là un processus qui très efficace, qui conteste et fragilise le crédit et le prestige des scientifiques. Et ce phénomène est lui aussi, à lui seul, la mesure d'un écart par rapport à la philosophie des Lumières. Et je terminerai par deux petites réflexions très courtes. La première, c'est à propos d'Henri Poincaré, qui a écrit en 1905 un livre qui s'intitule « La valeur de la science ». Et la valeur de la science. Et il me semble que cette valeur de la science est quelque chose qui est de plus en plus contesté aujourd'hui, non pas seulement par les philosophes d'inspiration subjectivistes ou spiritualistes, qui sont toujours prompts à exploiter ce qui ressemble de près ou de loin à une crise de la science, mais aussi par une partie de l'opinion. Le traité de Lisbonne voulait faire de l'Europe la société de la connaissance. Et ce mot d'ordre, qui était quand même assez joli, a été remplacé par union de l'innovation. Nous voulons être l'union de l'innovation et non plus une société de la connaissance, comme si l'innovation, pour être concrète et active et florissante, n'avait pas besoin de la connaissance. Et ça laisse entendre un peu, comme je disais tout à l'heure, qu'il y aurait une forme de décadence de l'idée de progrès qui nous éloigne des Lumières. D'ailleurs, le rapport européen qui promeut l'apparition pour 2020 en Europe d'une union de l'innovation est un document de 52 pages dans lequel le mot innovation est cité 302 fois en 52 pages. Et la bizarrerie, c'est qu'il n'est défini nulle part. Voilà, vous avez un mot omniprésent, mais jamais défini. Et quand on lit la première page de ce rapport, il nous est dit que l'Europe a beaucoup d'atouts, mais elle a aussi des défis à relever, qui sont très graves. Le vieillissement de la population, la raréfaction des ressources, l'énergie, l'environnement, le changement climatique, etc. Et que la seule façon de relever ces défis, c'est l'innovation. D'accord ? Autrement dit, si nous voulons nous en sortir, si nous voulons que l'Europe prospère et surtout ne s'écroule pas, il faut innover. Or, ce genre de discours, c'est le discours parfaitement antinomique du discours des Lumières. Puisque c'est un discours qui considère que le temps est corrupteur. Le temps nous abîme. Et donc, si on ne fait rien pour compenser les effets dégradants du temps, nous perdrons. C'est exactement le discours de Francis Bacon, dans son livre de 1642, dans lequel il est le premier à penser l'innovation, d'ailleurs à utiliser le terme qui avant appartenait au seul champ de la théologie. Innovatio, c'était XIIIe siècle, théologie, c'est un terme négatif. On appelle innovatio toute forme de discours théologique qu'il faut regarder comme le lait sur le feu parce qu'il menace de devenir hérétique. D'accord ? Donc l'innovation, c'est la nouveauté qui peut devenir hérétique. Donc il faut la condamner, ou en tout cas la surveiller, et éventuellement la condamner. Donc c'est un sens péjoratif. Et le premier qui donne un sens mélioratif à l'innovation, c'est Bacon. Et il a défini, cette innovation, par rapport à une conception métaphysique d'un temps corrupteur. Le temps nous éloigne de l'Éden. Le temps nous éloigne de l'âge d'or. Et donc, il faut compenser les dégradations qu'il induit par des innovations humaines qui vont mettre les choses à peu près à niveau. Alors que l'esprit des Lumières, c'est tout à fait autre chose. C'est de dire l'Éden n'est pas dans le passé, il est dans le futur. Le temps n'est pas corrupteur, il est constructeur. Le temps, c'est ce qui nous permet de fabriquer un futur qui sera pour nous meilleur. Et donc moi je m'étonne beaucoup qu'une Europe qui a inventé l'esprit des Lumières, qui s'est construite autour de lui,
qu'il incarne encore d'une certaine façon, puisse s'approprier un discours qui qui prend cet esprit en tout cas à contre-pied. Et alors pour finir sur la lumière, j'ai trouvé un texte de Georges Canguilhem qui date de 1987, qu'il a écrit dans la revue de métaphysique et de morale. Et c'est un texte qui s'intitule « De la décadence de l'idée de progrès ». Donc on y est. Et c'est un texte dans lequel Canguilhem présente la notion de progrès selon deux phases historiques différentes. La première phase qui a été formalisée selon lui par les philosophes français du XVIIIe siècle s'attache à décrire un principe constant de progression potentiellement infinie. Son modèle, c'est la linéarité, la stabilité. Donc le progrès, c'est une sorte de pente continue, sans accident. Et le symbole qu'on lui associe, bien sûr, c'est la lumière. Ça, c'est le XVIIIe siècle. Et puis il y a une seconde phase historique, dit Canguilhem, qui apparaît au XIXe siècle lorsqu'apparaît une nouvelle science, qui est la thermodynamique. La thermodynamique qui est pensée d'ailleurs à l'époque comme une rivale de la mécanique, puisqu'elle permet de comprendre les phénomènes irréversibles, alors que selon les lois de la mécanique, tous les phénomènes sont réversibles. Tout système peut retrouver en principe dans son futur un état qu'il a connu dans le passé. Alors que la thermodynamique nous dit non, c'est pas possible, les systèmes évoluent de façon irréversible. Et donc c'est une science nouvelle qui oblige à penser une dégradation de l'énergie. Une sorte de principe d'épuisement vient remplacer le principe de conservation qui avait été mis en avant pendant la première phase. Le symbole de cette deuxième phase historique, ça n'est plus la lumière, mais la chaleur. La chaleur. D'où l'idée d'une décadence thermodynamique, nous dit Canguilhem, de la notion de progrès. La lumière s'est dégradée en agitation thermique. D'où la décadence. Il y a une sorte de dégradation de l'idée de progrès par le fait qu'on a remplacé son symbole, qui était la lumière, par la chaleur. Et donc la question qui nous est posée collectivement, plutôt pour les jeunes d'ailleurs, c'est si on croit à l'idée de progrès, eh bien ça veut dire qu'on doit faire progresser l'idée de progrès. C'est-à-dire que les symboles auxquels on l'associe, qui ont été la lumière et la chaleur, sont sans doute devenus archaïques, il faut les repenser, il faut peut-être tenir compte de ce que le XXe siècle nous a appris, notamment sur le fait que les embrayages automatiques dont parle d'Alembert ou de Condorcet n'existent pas. C'est pas parce que vous avez des bons scientifiques que vous avez de la démocratie, etc. La science a pu s'associer à la barbarie au XXe siècle notamment. Et donc il faut penser tout ça. Et plutôt que d'abandonner l'idée de progrès au motif que cette idée serait caduque, de la repenser et de trouver de nouveaux symboles qui permettent de la dire et d'en faire à nouveau une idée de progrès qui soit mobilisatrice. Et donc la question c'est à quel nouveau symbole, ou grâce à quel nouveau symbole, pourrions-nous faire progresser l'idée de progrès pour que cette idée nous parle à nouveau. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Merci pour votre attention.